Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end. Écoutez, donc aujourd'hui on va faire le point hebdomadaire comme d'habitude sur l'actualité crypto, l'actualité économique, puisque vous avez vu là avec les tarifs douaniers de Trump, forcément ça a envoyé vraiment le pavé dans la mare pour les cours du Nasdaq, notamment du S&P 500, enfin du CAC 40, tout a dévissé là cette semaine, hein, vous l'avez vu et également la crypto, mais beaucoup moins que le reste. C'est ça qui est étonnant. Déjà, c'est une première, hein, quasiment dans l'histoire des marchés financiers, parce que là, tout est en train de dévisser, même l'or, on va en parler, comment, pourquoi. Mais le seul qui résiste un petit peu à la tempête en ce moment, c'est le Bitcoin. Donc là, c'est assez marrant, hein, qui est en train de se voir, de se passer, pardon. Et donc, on va parler de tout ça dans la vidéo. Donc, on va parler du Bitcoin, forcément, de BitChain, des projets comme Ondo, notamment XRP. Donc, le RWA a toujours le vent en poupe, hein, c'est clair. Et on va parler également, hein, ensuite, en fin de vidéo, comme d'habitude, des actualités crypto plus générales et économiques. On en parlera vraiment un focus sur les tarifs douaniers de Trump. Bon, bah, écoutez, si vous êtes chaud, c'est parti. Donc, on commence avec le Bitcoin, les ETF Bitcoin Spot. Regardez notamment, on a 36,169 milliards de dollars injectés sur les ETF Bitcoin Spot. Et on voit qu'on a eu la douche froide encore cette semaine, hein. Ça veut dire que là, avec les tarifs douaniers de Trump, on a vraiment un vent de panique, hein, général sur les marchés financiers. Et ça s'est réparti également et ressenti sur la semaine sur les ETF et Bitcoin Spot, où il n'y a eu qu'un seul jour au final, c'est le 2 avril où il y a eu des entrées en termes de capitaux plutôt que des sorties. Bon, ça c'est intéressant, hein, ce qui se passe en ce moment, ça bouge beaucoup. C'est très difficile du coup de faire une tendance, euh, dire court terme, moyen, long terme. Ok, c'est bon pour faire la tendance. Qu'est-ce qui va se passer sur le Bitcoin? C'est évident parce que maintenant que la réserve stratégique de Bitcoin aux États-Unis est quasiment l'adoubement du Bitcoin en tant que valeur refuge par les États-Unis, on sait qu'il y a de beaux jours pour le Bitcoin et la crypto-monnaie derrière. Mais sur le court terme, avec les tarifs douaniers, là, on est vraiment sur un ensemble des marchés qui sont en train de dévisser, pas seulement le Bitcoin, pas seulement la crypto-monnaie. C'est là où ça devient intéressant. Ensuite, les ETF sur Ethereum, donc au niveau spot, pareil, hein, c'est un peu dévissé, mais légèrement moins que le Bitcoin en termes de millions de dollars, puisqu'on a plutôt des sorties, hein, plutôt que des entrées, et on a quand même un total de 2,37 milliards de dollars injectés au total sur les ETF et Bitcoin, Ethereum, Spot, pardon. Voilà, donc ça c'est vraiment le focus déjà sur les ETF. Ensuite, on va faire le point directement sur les quelques articles sur le Bitcoin. Donc là, cryptost.fr, seul le Bitcoin résiste aux tarifs de Donald Trump, hein, comme vous pouvez le voir. Ça date du 4 avril 2025, donc Liberation Day. Pour Donald Trump, l'annonce des droits de douane massifs et arbitraires devrait marquer la fin de l'oppression commerciale. Pour le reste du monde, cela signifie la fin du libre-échange, une réalité qui se traduit par un crash des marchés boursiers, même l'or est en baisse et seul le Bitcoin résiste. Donc ce que je vous disais, c'est que là, on est en train vraiment d'assister quelque part à un adoubement officiel, hein, et on voit le résultat derrière, c'est que quand les marchés dévissent, il y a un gros crash financier mondial, eh bien le Bitcoin, lui, se démarque et même par rapport à l'or physique. C'est étonnant quand même ce qui est en train de se passer, mais logique également. Et je vous ai expliqué aussi pourquoi quand on parlera de l'or, notamment à la fin de la vidéo, pourquoi ça paraît plutôt logique ce qui se passe, que même l'or dévisse. Donc ensuite un article de cointribune.com, Bitcoin, les baleines reprennent leurs achats. Donc là, on est en total période de flou, hein, déjà sur le court terme, on l'a bien compris, tout le monde a capitulé, ou quasiment, il reste peut-être un village irréductible gaulois pour croire encore au bull run en 2025. Personnellement, je ne peux pas vous dire mieux, je fais partie de ce village d'irréductibles gaulois qui croit encore, et voilà justement parce que les données quand même sont plutôt édifiante. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu autant d'informations positives sur le Bitcoin, sur les crypto-monnaies, notamment donc, la réserve stratégique, les institutionnels qui achètent en masse du Bitcoin, les baleines qui reprennent leurs achats, et donc c'est les baleines, c'est-à-dire c'est les insiders, et ceux qui savent
contrôler l'argent, c'est ceux qui savent manipuler l'argent, qui savent placer leur argent. Donc tout ça, eux, quand tout le monde vend, quand tout le monde pense que c'est le bear market, donc il y a un consensus actuel sur un bear market, on va dire précoce, et bien bim, le reste des investisseurs, eux, parient sur l'inverse, sur la tendance inverse. Donc, eh ben, c'est bien de parler de la tendance inverse, mais voilà, donc c'est pour ça que moi je reste convaincu avec toutes les tendances, toutes les bonnes nouvelles macroéconomiques, qu'on n'a encore rien vu du tout sur le bull run 2025 et même moyen long terme. Après, c'est qu'une question, là on peut se poser la question, effectivement, je n'ai pas la réponse et personne n'a la réponse, c'est combien de temps va durer peut-être ce mini bear market. J'appelle ça bien mini bear market. Ça peut durer quelques semaines, encore plusieurs mois. Voilà. Mais 2025, pour moi, on n'a pas encore tout vu sur les performances des crypto-monnaies, loin de là. Je peux me tromper, parce que bien sûr, je rappelle, je ne suis pas un conseiller financier ni en investissement, hein, vous devez faire vos propres recherches, euh, et je donne uniquement mon avis à travers cette vidéo, et à travers les informations également que je partage et que j'analyse à ma sauce, hein, bien évidemment, vous l'avez compris. Donc, personnellement, voilà, je reste très bullish, hein, clairement. Donc, tandis que le Bitcoin recule de 25% depuis son pic historique à plus de 109 000 $, un mouvement inattendu émerge, les baleines reprennent leurs achats. Et oui, ces portefeuilles importants sont considérés comme des baromètres du marché, hein, vous voyez, signent leur premier véritable retour à l'accumulation depuis août 2024, selon Glassnode, dans un contexte dominé par la distribution et un sentiment qui rappelle les creux de 2022, c'est-à-dire bear market. Hein. Ce signal stratégique pourrait troubler le consensus baissier ambiant et raviver l'attention des investisseurs sur les niveaux actuels. Voilà, tout est dit, hein, clairement. Donc bon, ça c'est intéressant. Ensuite, hop, qu'est-ce qui se passe? Voilà, là ce que je vous dis, j'ai un tweet de Nick. This is wild, c'est dingue. Donc on a clairement la courbe ici du Bitcoin, vous voyez qui est en verte, et par rapport au dollar, hein, et la courbe en violet, c'est celle du Nasdaq et du S1, en gros du SPX en moyenne. Et vous voyez que le SPX et le Nasdaq sont en train de totalement se faire exploser, alors que le Bitcoin, lui, reste tranquille, dans sa petite zone de range, là, autour des 80 000, 70 000 euros, 80 000 $. Donc on voit que là, pour la première fois depuis toujours, en fait, on voit, hein, qu'il y a un découplage évident et prononcé entre le Bitcoin, qui est pourtant un actif considéré comme financier maintenant, et également le Nasdaq, les actions boursières américaines. Donc, il se passe quelque chose. C'est-à-dire que là, bien sûr, il reste encore trop tôt pour voir si le Bitcoin va aussi suivre avec une temporisation prête, eh bien, le cours du Nasdaq. Mais regardez que dans le passé, on a eu vraiment, c'était similaire. Quand vous aviez le Bitcoin qui augmentait, le Nasdaq également, il y avait une baisse, ensuite le Nasdaq baissait également, et vous voyez que toutes les grandes périodes de moment Covid, vous voyez alors j'ai pas la courbe là, mais au Covid ça a été pareil, on a eu un gros crash des marchés boursiers, il y a eu un gros crash, souvenez-vous, du Bitcoin quasiment en instantané. Donc on voit que là c'est quand même une première, on assiste à un découplage évident, temporaire en tout cas, pour, au minimum, hein, on va voir ce que donnent les prochains jours, mais spectaculaire quand même, sur le court terme. Bon, ensuite, et là c'est là où ça devient intéressant, là j'ai un tweet de Coin Academy, donc Flash, le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent déclare Bitcoin en train de devenir une réserve de valeur. Tout est dit. Voilà, là, on a tout compris, qu'on a balayé ces genres d'informations, c'est-à-dire que le gouvernement américain vient de déclarer quelque part. Imaginez le secrétaire au Trésor américain, c'est quasiment, à l'échelle, hein, à notre échelle, c'est quasiment le ministre de l'économie au final aux États-Unis qui déclare tranquillement Bitcoin est en train de devenir une réserve de valeur, mais pas parce qu'il est en train de le devenir, parce qu'il est considéré comme tel par les Américains maintenant, par le gouvernement américain, parce que quelque chose ne devient pas une réserve de valeur comme ça. C'est un symbole de confiance. Donc, les institutionnels et les gouvernements, notamment américains, ont décidé de faire confiance au Bitcoin au même titre que l'or pour le transformer en réserve de valeur, tout simplement. Et donc, ça rejoindrait tout à fait, ça expliquerait tout à fait pourquoi
le Bitcoin commence à se découpler des actions boursières. Clairement, un peu comme l'or, hein. L'or, lui, s'est découplé depuis longtemps des actions boursières. Sur le long terme, on le voit très bien, l'or sur 20 ans, c'est quasiment une ligne droite aussi. Donc bon. Mais il y a d'autres caractéristiques sur l'or par rapport au Bitcoin et même au niveau des prix, on va voir plus tard pourquoi. Bon, bah ce sera tout, hein, les amis, pour le Bitcoin. Aujourd'hui, vous avez bien compris que moi, personnellement, donc, sur le court terme, effectivement, on va voir ce qui se passe. Les données sont hyper éclatées, on va dire. Les événements sont totalement lunaires hein, en ce moment. On ne sait plus trop à quelle sauce on va être mangé entre l'Europe, la guerre Russie-Ukraine, le contexte économique des dettes mondiales. Je ne parle même pas de l'Europe. Ensuite, de l'autre côté, on a la Chine qui effectivement est en train de bouger au niveau économique, qui sont en train d'imprimer à eux seuls plus que la masse monétaire mondiale quasiment. Enfin, ils font grimper la masse monétaire mondiale à eux seuls. Enfin, il y a énormément quand même au niveau économique de données instables pour pouvoir, avec conviction, dire qu'est-ce qui va se passer sur le court terme. En tout cas pour les crypto-monnaies. Après, sur le moyen long terme, c'est évident, tout est dit là, tout est dit. C'est-à-dire, ouais, Scott Bessant l'a bien déclaré, le Bitcoin est en train de devenir une réserve de valeur, donc sur le moyen long terme, bon bah, on sait très bien ce qui va se passer. Hein, quand réserve de valeur, l'or est une réserve de valeur, on voit bien ce qui s'est passé sur 20 ans. Bon. Donc, tout ça, c'est qu'une question de temps, clairement. Donc, jamais été autant bullish, moi, pour le Bitcoin, hein, depuis qu'on a eu la réserve stratégique de Bitcoin et malgré le fait que le système financier est en train de se faire exploser la figure par les tarifs douaniers de Trump. Bon, allez, je passe à la suite, les amis, ça va dire au projet maintenant comme BitChain. Donc, notamment, voilà, là, j'ai un tweet de Chain Broker avec, vous savez, le développement euh, des activités en termes de performance hein, pour les projets sur le dernier mois de mars en fait, entre donc je crois le 1er mars et le 4 avril. Et vous voyez qu'ici, eh bien, le premier projet va être vraiment au top du top, c'est BitChain avec 520% de performance sur le développement de son activité en termes d'expansion. Donc c'est très très bon signe et ça c'est bien sûr en corrélation avec le développement de la plateforme VBetterDAO hein, qui sont en train de développer la VeChain. Et aussi, bien évidemment, le lancement, vous savez, de la feuille de route Renaissance de VeChain avec la phase Galactica. On va en parler parce que j'ai une nouvelle là-dessus. Bon, ensuite, pour VeChain, hein, toujours, regardez un petit peu ça. On a de la part du tweet de lunarcrush.com hein, qui fait une tendance un peu des leader en termes social pour chaque projet. Et donc là, on a VeChain en 6e position, juste derrière Ondo. Vous voyez, pour tout ce qui est les leaders du RWA. Donc on voit que le RWA, hein, pareil, continue vraiment de faire parler de lui, continue, et on verra après que j'ai des chiffres de grossir tout simplement, d'attirer de plus en plus de capitaux dans un marché qui est pourtant considéré comme bear market sur tous les niveaux, hein, clairement. On a Link, également HBAR, ING et Avax qui sont en très bonne position, hein, vous voyez, en termes d'aspect social. On savait qu'Avax c'est aussi un très beau projet et Link, j'en ai déjà parlé. Bon, donc je continue toujours avec VeChain, hein, vous avez compris. Et voilà, là on parle de VeChain Renaissance et de la phase Galactica qui est désormais passée en testnet. Donc on voit bien que là c'est une très bonne nouvelle parce que on voit bien que la fondation VeChain arrive à respecter tout simplement sa feuille de route hein, en temps réel. Donc j'ai pareil, hein, comme d'habitude, j'ai demandé à ChatGPT de faire le résumé et de traduire en même temps en français pour pas qu'on a à se prendre la tête avec la traduction. Donc je vous lis en gros qu'est-ce qui se passe. Donc le communiqué de VeChain, c'est nous sommes ravis d'annoncer que le testnet Galactica est désormais en ligne, en live, comme approuvé par la communauté VFAM lors du récent vote. La mise à jour Galactica introduit 4 VIP fondamentaux qui marquent le début de la renaissance de VeChain. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que ces 4 VIP qui sont désormais passés en testnet et qui seront bientôt passés en mainnet dans les 2-3 mois qui viennent, eh bien, on a le VIP 251, c'est donc l'actualité, la mise à jour des marchés de frais dynamiques. Donc, nouveau modèle inspiré de l'EIP 1559 d'Ethereum. Donc là, les développeurs comprendront, parce que moi, ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, il y a des frais de base ajustés sur la demande. Là, c'est pour le VTHO. Hein. Donc, on va améliorer les performances du réseau, accélérer la déflation du VTHO.
Il y aura le VIP 252, prise en charge des transactions typées, donc nouveau format standardisé de transactions, permettant une identification plus facile des types et une meilleure interaction avec les contrats intelligents. On aura la mise à jour EVM Shanghai, donc l'implémentation de la dernière version de la machine virtuelle Ethereum. Ça, c'est énorme parce qu'en fait, on est en train de rendre VeChain tout simplement compatible avec les outils de développement d'Ethereum. Ethereum qui est le premier projet, hein, clairement, en termes de développement de dApps et de smart contracts, donc de contrats intelligents. Et le VIP 250, c'est l'extension des contrats V2 vers V3. Donc là, c'est une autre clause encore. C'est pour améliorer, récupérer, en fait, améliorer l'exécution des contrats. Bon, donc ça, c'est la phase du tout début, hein, tout début. Je rappelle de la phase renaissance du projet Renaissance de VeChain. Donc la feuille de route, vous voyez qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est qu'au deuxième trimestre de 2025, on a commencé là en avril, implémentation de Galactica en mode mainnet, c'est-à-dire directement en version définitive, hein, quasiment, plus nouveau niveau de nœud économique. Alors ça, on va les voir arriver là dans les mois qui viennent, très bien. Ensuite, au troisième trimestre 2025, lancement du test net Hayabusa. Donc c'est là où on va avoir l'arrivée de la nouvelle tokenomics, vous savez, plus les options de staking sur le VTHO. Donc tout ce qu'on a dit auparavant sur le VTHO, ce sera vraiment au troisième trimestre 2025, pas avant qu'on pourra commencer à voir des changements et encore en testnet. Donc ce sera vraiment en test. Et enfin, quatrième trimestre 2025, on assistera finalement au lancement du mainnet de Hayabusa, avec le modèle de récompense revu et le système de nœuds amélioré. Voilà, donc pour vraiment, faut comprendre, pour vraiment penser et s'attendre à ce que le modèle actuel de VeChain change, ce ne sera pas avant, vous l'avez compris au mieux, quatrième trimestre 2025, donc en fin d'année 2025, avec le changement de la tokenomics du projet. Bon, donc après, dans leur communiqué, ils ont appelé aux développeurs, c'est-à-dire ils ont appelé tous les développeurs à venir explorer les propositions sur GitHub. Hein, vous savez, c'est un site qui est spécialisé et dédié aux développeurs. Ils ont appelé à tester toutes les nouvelles fonctionnalités, à partager leur retour sur Discord en mode feedback. Voilà. Donc on voit que le testnet Galactica est lancé avec 4 grandes améliorations techniques. Donc c'est quasiment un niveau de développement, hein, vous l'avez compris, pour amorcer la transformation majeure de VeChain en 2025. Et les développeurs sont appelés à expérimenter ces nouveautés dès maintenant. Voilà, donc c'est du lourd. C'est du lourd, on s'en rend pas compte, hein. Mais là, on est vraiment sur une phase où VeChain est en train de mettre en place des choses. On l'a vu en plus avec la loi MiCA donc en Europe, hein, qui est bien sûr encore un frein au niveau législatif. On l'a compris pour l'Europe, on a l'habitude. Mais n'empêche que malgré ça, eh bien, VeChain s'est mis en conformité par rapport à la loi MiCA déjà. Et un des rares projets crypto, notamment basés en Europe, à avoir obtenu l'aval et l'accord de l'organisation quelque part de presse de l'AMF, un équivalent de l'AMF, mais au niveau de l'Union européenne. Donc c'est du lourd, clairement pour VeChain, et leur objectif étant d'atteindre un niveau d'adoption de masse, eh bien ils sont pas loin, je vous l'avoue, je pense, d'arriver à mettre le petit curseur qu'il faut bien pour arriver à cette adoption de masse, on va dire. En tout cas, ils sont sur la bonne voie, ça c'est clair. Après, pour tout ce qui est la plateforme VPTR, vous avez compris que là, c'est la phase vraiment pas sympa, dans le sens où les prix du token sont en train de se faire exploser. Donc on voit bien que là, le B3TR, vous voyez, alors je suis sur CoinMarketCap, hein, vous l'avez compris. Alors il a été listé sur le CoinMarketCap, le token, en termes de métriques pour pouvoir justement faire l'analyse des prix seulement depuis quelques jours. Vous voyez, depuis le 28 mars donc 2025. Donc ça c'est bien, on a au moins la possibilité d'analyser les prix du token. Et vous voyez que ça n'était que baissé depuis en fait le listing du token sur la plateforme Exchange. Donc ça, c'est clair que c'est plutôt lié simplement en fait à la dilution de la tokenomics. C'est-à-dire que chaque semaine, il y a de nouveaux jetons qui sont mis en circulation, puisqu'on voit bien qu'on a un supply total de 1 milliard de B3TR au total, qui existent, et vous en avez pour l'instant 194 millions qui sont en circulation. Et le mois dernier, il y a 2 mois, nous étions à 100 millions.
il me semble, de jetons mis en circulation. Donc forcément, il y a une dilution quand vous ajoutez quasiment, bah là on a quasiment ajouté en 3 mois 100% du supply qu'il y avait à la base. Donc forcément, il y a un impact derrière sur les prix et c'est pour ça qu'on assiste à une, enfin à mon sens, hein, après je peux me tromper, mais à mon sens c'est la seule explication logique puisque derrière, par contre, le nombre de détenteurs de B3TR, lui, ne fait qu'augmenter. Pour l'instant, on a dépassé, je vais vous montrer les chiffres, le million, finalement, le million de holders de B3TR. Donc, vous voyez là sur VChain statistiques, donc on a 1 676 000 détenteurs de VChain, 4 52 000 détenteurs de VTOR, et on a 1 million, ça y est, on a dépassé la barre d'un million, 1 700 000 détenteurs de B3TR. Donc, le nombre de holders ne fait que monter et le prix du token ne fait que baisser en ce moment. Donc, logiquement, il y a une raison. Et la raison pour moi, ben, c'est ça, c'est la dilution euh, du, euh, du market cap, en fait. Clairement, avec l'arrivée des nouveaux tokens, forcément régulièrement. Ensuite, pour tout ce qui est l'adoption générale donc de l'écosystème VeChain Tor, vous voyez que ça ne fait que grossir également, puisqu'on a 7 millions désormais, 133 000 adresses, nouvelles adresses là en seulement. Là, on a fait péter les compteurs hein, clairement depuis janvier quoi. En janvier 2025, regardez, nous étions à 5 millions d'adresses, donc ça veut dire que là en 3 mois, on a fait exploser les 2 millions d'adresses, voire un peu plus de 2 millions de nouvelles adresses sur l'écosystème. Bon, mais là, j'ai l'impression qu'il commence à y avoir une petite baisse. On voit bien, hein. Regardez, avec depuis mars 2025, on va voir si la tendance va stagner, puis rebondir. Enfin bref, on verra bien dans les semaines, les mois qui viennent, ce que ça va donner. Mais là, c'est très intéressant. J'ai l'impression plutôt que le système est quand même bien parti là pour s'intensifier, hein, s'intensifier. Et surtout qu'on n'a pas encore le projet Renaissance qui est enfin, qui a été mis en main net. Donc quand ça va arriver, je pense qu'il y aura des impacts aussi là, positifs sur l'écosystème de VeChain et surtout sur VeChain, déjà la crypto-monnaie et le VTHO également. Bon, donc ce sera tout pour VeChain les amis. Donc je vais passer encore prochain projet, c'est-à-dire Ondo Finance. Là je passe plutôt vraiment à la phase RWA, on va dire en mode vraiment full RWA. Vous l'avez compris, sur Ondo et également un peu de XRP, hein. Donc je fais j'associe les deux dans le RWA au niveau financier. Parce que là, vous voyez, j'ai un tweet de Ondo Finance. Et donc là, ils commencent fort, ils disent donc chaque action, chaque bon du trésor et chaque fonds, quelque part, d'action, chaque actif, clairement, peut être tokenisé. Donc c'est quand même assez révélateur. Et s'ils le sont, ça va révolutionner en fait toutes les voies de l'investissement, quoi. Ça va révolutionner la façon d'investir. Donc BlackRock, c'est pas moi qui le dis, c'est Ondo Finance qui le déclare. BlackRock, donc le plus gros fonds spéculatif au monde, de gestion au monde, est en train de placer un énorme pari sur le futur de la finance. Donc le dernier en fait rapport du PDG de BlackRock, donc Larry Fink, hein, je rappelle, explique comment la tokenisation, c'est désormais la démocratisation. Écrit noir sur blanc. La tokenisation peut en fait activer et permettre l'accès à la démocratie, c'est ce qui est marqué, hein, permettre en fait la décentralisation. Alors c'est plutôt décentralisation quand on dit démocratie, je pense. Donc l'accès en fait à l'aspect de décentralisation. Ensuite, les votes, par exemple pour les actionnaires, de façon démocratique et décentralisée, et des rendements également de façon décentralisée et démocratique, un petit peu s'il le dit comme ça. Donc, avec Ondo, nous ne pouvions pas être encore mieux d'accord en fait. On n'est que d'accord avec ce qu'il dit. C'est pourquoi nous sommes en train en fait de mener la charge de la tokenisation avec le Ondo Global Market, une plateforme spécialisée et conçue pour justement assurer donc le développement des actions tokenisées, des bons du trésor et plus qui débloquent l'accès à la blockchain de façon mondiale avec des paiements en temps réel et qui sont de plus en plus rapides et bien sûr des coûts
moindre et plus efficace au niveau de la blockchain. Voilà. Donc, les stablecoins sont en train d'apporter en fait un marché on-chain de 5 trillions de dollars. Donc là, ils parlent des stablecoins comme l'USDT et tout. Et ils disent Ondo est en train de faire la même chose, mais pour 100 trillions de dollars sur le marché en fait des actifs comme les securities. Donc, c'est ce que je vous dis, c'est-à-dire que je ne sais plus comment le dire depuis des semaines, c'est-à-dire pourquoi nous sommes dans une période où, enfin, c'est dommage de paniquer pour des bêtes. Alors, c'est vrai, moi-même, hein, je vous le dis, mon portefeuille, j'ai rien vendu, hein, je vous le dis, mon portefeuille a dévissé, c'est clair, comme tout le monde, ça fait pas plaisir, mais je reste quand même ferme, convaincu, personnellement, parce que quand on voit le Bitcoin qui est l'or numérique maintenant désormais, hein, quasiment, il faut le dire, depuis la réserve stratégique du Bitcoin. Quand on voit maintenant le RWA et l'intelligence artificielle qui sont en train de devenir des narratifs extrêmes, mais pas que au sein maintenant de la crypto-monnaie, on l'a compris, ça devient des narratifs qui sont généraux. C'est-à-dire que par exemple, BlackRock et autres, c'est un gestionnaire d'actifs qui pèse 10 000 milliards de dollars. Et donc, eux, ils ne veulent pas miser sur la blockchain pour la blockchain. Ils misent sur la blockchain parce qu'ils savent que derrière, il y a un marché extrêmement juteux et qui va leur rapporter des trillions de dollars en termes de revenus quelque part. Parce que tout simplement, c'est un marché. Donc, quand on voit que les stablecoins aujourd'hui, le marché que représente les stablecoins, c'est une énormité absolue. Tout le monde est en train de vouloir sa part du gâteau dans les stablecoins. On le voit avec même Ripple qui a lancé son RL USD récemment. Et quand on voit que ça, c'est juste en fait une petite part du gâteau qui est possible dans le monde du RWA et que la machine à cash, on va dire, est en train d'arriver et que ce vrai marché-là, c'est la tokenisation d'actifs, en fait, là, on a compris qu'on a la chance, en tant qu'investisseur, de pouvoir justement accéder à ce genre de révolution, quoi. Voilà. Donc ça, c'est ma conviction personnelle. Peut-être que je me trompe, mais quand je vois les acteurs, notamment comme BlackRock, Ondo Finance et même le gouvernement américain qui sont en train de se dire, OK, on met tout, c'est-à-dire on met toutes nos billes là, pour aller dans ce sens-là, parce qu'ils ont compris, et quand vous comprenez ce qu'il y a derrière, voilà, c'est évident, quoi. C'est évident. Bon, pas dire mieux. Et donc, après, je continue, voilà, donc ça c'était Hondo, hein, vous voyez, toujours à fond. Les mecs sont toujours à fond, c'est clair. Donc maintenant, j'ai passé à XRP et donc l'entreprise derrière le XRP, c'est-à-dire Ripple. Et là, on va parler notamment du stablecoin, comme je vous disais, vous voyez, qui a un marché représenté de 5 trillions de dollars actuellement. Donc les stablecoins devraient être en fait, premièrement, en conformité et en fait en confiance au niveau mondial, hein. Ce que dit en tout cas Ripple est construit pour en fait le monde réel de la finance. Donc le RLUSD, lui, est en train de mettre en place ce standard. Donc, on voit aussi aujourd'hui vraiment qu'il y a une guerre sur les stablecoins parce que tout le monde veut sa part du gâteau, ce que je vous disais juste avant. Donc maintenant, ça c'est la nouvelle hein, de Ripple là, actuellement, c'est que ça y est, le RLUSD est officiellement intégré dans le Ripple Payments, donc accessible maintenant à l'ensemble en fait des entreprises institutionnelles qui utilisent déjà le Ripple Payment, tout simplement. Donc là, le RLUSD va conduire en fait les entreprises et l'utilité également au niveau du RWA et bien sûr l'essence même du XRP qui est d'assurer les paiements transfrontaliers, hein, je vous rappelle. Donc là, on est à un market cap de presque 250 millions de dollars pour le RLUSD et déjà un volume de trading qui a dépassé les 10 milliards de dollars. Bon, donc ça ne fait que commencer, hein, parce que je rappelle que le RLUSD ne date que d'il y a quelques mois, je crois que c'est 3-4 mois. Donc ils l'ont lancé en décembre dernier, il me semble, ou novembre. Donc extrêmement récent et avec le Ripple Payment, ben, il y a de fortes chances que tout explose pour le RLUSD et qu'il sera accessible désormais de plus en plus facilement aux institutionnels. Bon, allez, je continue toujours avec le XRP, hein, dans un article de Be In Crypto, donc Coinbase lance des contrats à terme dédiés aux institutions sur le XRP. Voilà, donc on voit bien que là il se passe quelque chose, donc c'est qu'une question de temps maintenant
depuis qu'on a en plus le procès entre Ripple et la SEC qui a été terminé en faveur de Ripple, hein, je rappelle. Ripple a gagné son procès, donc c'est qu'une question de temps avant qu'on ait maintenant des options sur les XRP et surtout un ETF sur le XRP. Ouais, là, ce sera vraiment le troisième ou quatrième ETF, parce que peut-être Solana qui va décrocher peut-être la médaille de bronze, parce que la médaille d'or, c'est les ETF Bitcoin, médaille d'argent, c'est les ETF Ethereum, et donc là, ben, troisième, ce sera peut-être soit Solana, soit XRP, enfin en tout cas, ou vice-versa. Bon, allez, je continue, donc là, je vais passer aux actualités crypto, hein. Je fais une vidéo un petit peu plus rapide hein, aujourd'hui. J'ai passé plutôt aux actualités, on va dire, intéressantes sur, je pense, les tarifs douaniers. C'est là où tout se joue, hein, clairement, au niveau de Trump, etc. Donc, journalducoin.com, BlackRock et Securities battent un nouveau record avec Beedle. Donc, c'est-à-dire que plus le temps passe, on voit que vraiment, alors que tout est en train de tanker, que les marchés boursiers sont en train de s'effondrer avec que l'or est en train de chuter un petit peu, après, pas une grosse chute, hein, mais en train de chuter quand même malgré tout, et qu'il n'y a que le Bitcoin qui survit, et bien on a également, malgré tout, au sein de la crypto-monnaie, cet aspect-là, ce secteur, et bien tout le narratif du RWA qui continue de grossir. Donc c'est vraiment le contre-courant, si vous voulez. Donc c'est tellement énorme que il n'y a rien qui peut le faire s'effondrer, quoi. C'est vraiment une révolution. C'est ça que je pense qu'on ne comprend pas, c'est que c'est pas un investissement pour un investissement comme les actifs boursiers, etc. Là, c'est que c'est vraiment un investissement, mais vraiment concret, technologique, sur lequel miser, quoi. Enfin, à mon avis, en tout cas. Et donc, on voit bien que là, nouveau record pour BlackRock, le fonds de trésorerie tokenisé Beedle, lancé par BlackRock et Securities en mars 2024, vient de battre un nouveau record en versant plus de 4 millions de dollars de dividendes pour le mois de mars. Ce fonds, qui permet d'investir dans les bons du trésor américain, a déjà versé plus de 25 millions de dollars à ses investisseurs et est devenu le leader du secteur des fonds tokenisés devant Franklin Templeton et Hondo Finance. Voilà, donc là c'est vraiment la course, vous voyez, entre Hondo Finance, donc ce que je vous ai montré avant, le propre fonds tokenisé de BlackRock et également, donc vous l'avez compris, Franklin Templeton qui est peut-être en troisième position. Bon, donc il y a une bagarre là qui est en cours, hein, clairement, sur le RWA. Bon, pas qu'on je passe au prochain article, c'est-à-dire de cryptost.fr, mars 2025, record historique des levées de fonds de l'industrie crypto. Donc chaque mois, de nombreuses entreprises de l'écosystème crypto parviennent à attirer l'intérêt des investisseurs et à obtenir des financements. Le mois de mars 2025 n'a pas dérogé à la règle puisque plus de 5,33 milliards de dollars ont été levés par les entreprises du secteur. Donc on voit bien que plus le temps passe et plus l'intérêt de la crypto, pour la crypto de la part des institutionnels, des entreprises, des gouvernements ne fait que grossir, que s'accroître. Donc logiquement, eh bien, les fondamentaux, les projets qui sont solides, hein, je répète, ceux qui sont solides, vont continuer d'attirer des capitaux, des investisseurs, construire des projets qui vont attirer encore plus de capitaux, plus d'investisseurs et donc boule de neige pour finir par eh bien, impacter par leurs fondamentaux les prix. Donc c'est pour ça que quand je vois les personnes qui paniquent sur des projets à fondamentaux solides aujourd'hui, donc dans le top 50 hein, du market cap des cryptos, top 20 même, eh bien, je me dis c'est dommage parce que derrière, on juge quelque part des projets, des crypto-monnaies à travers leur prix. Alors ça va être vraiment l'inverse qui va être effectué aujourd'hui par les investisseurs, notamment les acheteurs de crypto-monnaies. Alors que je pense que c'est entre 80 et 90% des gens dans la crypto-monnaie font plutôt l'inverse. C'est-à-dire, on voit bien qu'avec le retail qui est arrivé sur les mêmes coins, shitcoins, on a eu vraiment un raz de marée de liquidités qui sont abattues sur les shitcoins. Bon, donc voilà, et les baleines, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, elles continuent de lever des fonds, d'acheter les meilleures crypto-monnaies, c'est-à-dire le Bitcoin en fait en majorité, et d'autres crypto-monnaies, pourquoi pas, comme le XRP, Solana, etc. Bon, on voit ça aussi, c'est intéressant, ça dénote aussi une croissance de fonds
sur le secteur de la blockchain des crypto-monnaies, très intéressante. Ensuite, là, je passe à un article de Cointelegraph France Crypto. La DeFi perd 42 milliards en 3 mois, mais l'IA signe un record. Donc, on voit bien que tout ce qui est les altcoins avec donc, la latéralisation et la correction même du Bitcoin depuis janvier 2025, eh bien, on a tous les altcoins qui ont dévissé derrière avec une perte de 42 milliards en 3 mois. Mais on a en parallèle, c'est là où c'est intéressant, l'intelligence artificielle qui, elle, continue de battre des records. Donc on a vraiment, on voit bien en 2025, on a une chute, ok, court terme du Bitcoin. Mais quand je dis une chute, c'est qu'il est passé de 109 000 dollars à 80 000 dollars. Ah ouais, ouais, c'est énorme, hein. Il y a un an, la même période, on était entre 50 et 60 000 dollars le Bitcoin. Pas oublier quand même. Bon, donc c'est assez marrant de voir comment on oublie à ce point-là, d'une année sur l'autre, les performances incroyables du Bitcoin. Et après, les crypto-monnaies, par contre, les altcoins, c'est là où effectivement, je pense que tout le monde est déçu. Eh bien, on dévissé, mais là, 50%, voire même 80% pour certains projets. Bon, et là, effectivement, ça fait mal. Mais c'est le jeu et je pense que là, il se passe surtout sur ce niveau-là l'épuisement des investisseurs en fait. Voilà. Mais on voit bien que sur le fond, on a encore des narratifs RWA et l'intelligence artificielle qui vont continuer de battre des records et d'attirer des capitaux. Donc, moi, je crois toujours au bull run de 2025 sur le Bitcoin et sur les narratifs RWA et intelligence artificielle. Voilà. Pas dire mieux parce que les nouvelles s'enchaînent dans ce sens-là sur les fondamentaux pour ces narratifs-là et le Bitcoin également. Allez, cette fois je passe aux actualités économiques, hein, les amis, avec un premier article de Les Échos, droits de douane, les chiffres noirs du crash day déclenché par Donald Trump. Donc l'annonce de l'entrée en vigueur des droits de douane généralisés aux États-Unis puis la dure riposte chinoise ont fait plonger lourdement les bourses mondiales. Tour d'horizon des dégâts en quelques chiffres clés. Donc voilà, première information. Ensuite, économie, Le Figaro, Francfort, Londres, S&P 500 face aux droits de douane. Pire semaine depuis le Covid-19 pour plusieurs marchés boursiers. Je continue, donc on voit bien que là c'est la razzia cette semaine. La tribune.fr, taxe Trump, Macron appelle à suspendre les investissements aux États-Unis. Donc là, on rêve, hein. C'est-à-dire qu'on voit que vraiment on ne vit pas dans le même monde, puisque suspendre les investissements aux États-Unis, je pense qu'il peut toujours rêver. Et je pense que les patrons ont bien dû s'écrouler de rire quand ils ont dû voir cette demande de Macron premier. Bref, allez, je passe désormais donc au CAC 40 pour vous montrer vraiment l'ampleur des dégâts. On voit que là, sur une journée, hein, seulement aujourd'hui, là, on est encore en baisse, c'est-à-dire que c'est pas fini, hein. Là, on est encore en train de subir ce crash actuel, hein, sur les marchés boursiers. Donc, on voit que le CAC 40 est à moins 4,26% aujourd'hui. Le S&P 500, lui, il a moins 6% hein, sur 24 heures. Hein. En 24 heures, c'est énorme. Sur 5 jours, on voit que le marché du CAC 40 est à moins 7,23%, alors que sur le S&P 500, on est à moins 8%. Donc les marchés sont vraiment en train de se faire exploser. Et ça, c'est mondial, hein. Là, j'ai pris les deux principaux, mais il y en a d'autres. Tous les marchés mondiaux, vous voyez, même le Nikkei 225 est en train de chuter, tout est en train de chuter partout dans le monde. Sur un mois, c'est encore plus flagrant. Là, on est à moins 11,26% pour le CAC 40 et à moins 11,58% sur le S&P 500. Donc, ce n'était pas arrivé depuis le Covid-19. Là, on est en train vraiment d'assister à ce qu'on appelle un événement Black Swan. C'est un événement qui est tellement capital, majeur, qu'il a un impact négatif, la Black Swan, donc le signe noir, au point de faire chuter les marchés boursiers, de provoquer un crash quand même non conséquent sur les marchés boursiers. Alors après, on reste quand même sur un moins, sur 6 mois, maintenant on parle d'une échelle de temps plus longue. Sur 6 mois, on voit que là, on n'a plus qu'à moins 4% et moins 10%, moins 11% pour le S&P 500. Mais on voit quand même que ça fait mal, et surtout quand on dézoome sur le max, c'est-à-dire là sur quasiment plus de 20 ans, 25 ans là, sur le marché boursier, on voit que ça n'était pas arrivé depuis très longtemps sur le S&P 500, cette baisse prononcée là, carrément cette ligne droite vers le bas.
n'était pas arrivé depuis justement le Covid, c'est-à-dire en 2020, il y a 5 ans. Donc après, il y a eu des baisses, hein. Il y a eu des baisses par exemple en 2021, il y a eu la guerre après Russie-Ukraine en 2022. Effectivement, ça a entraîné une baisse, vous voyez, du marché boursier, mais c'était pas aussi brutal. C'est-à-dire que c'est pas une bougie rouge sur une journée, enfin sur une semaine, c'était étalé sur plusieurs mois, avant qu'on ait une reprise directe. Voilà. Donc, c'est intéressant quand même ce qui se passe. Et c'est vrai que même par le passé, on voit même sur la crise des subprimes de 2008, notamment entre 2007 et 2008, là aussi, il y a eu une baisse des marchés boursiers, mais pas brutale. C'était une baisse du marché boursier qui était progressive et qui est passée de 2007 quand même jusqu'à 2009. Alors là, c'est une vraie crise boursière également. Donc là, quand on a un véritable crash comme ça, aussi dur, aussi court dans le temps, en termes de durée de temps, c'est vrai que c'est inquiétant pour la suite des choses, mais c'est pas encore la fin du monde. C'est-à-dire que quand ça fait une bougie, regardez au Covid, on a eu un massacre à la tronçonneuse sur quelques jours, pareil, bougie vers le bas, et après, direct, on est reparti à la hausse et on a fait exploser les compteurs sur les 5 prochaines années. Voilà. Donc je pense personnellement, quand je vois cette brutalité-là, qu'on n'est pas à l'abri, effectivement, que le marché boursier remonte en flèche derrière ou pas. Ça va dépendre de plein de choses. Donc c'est vraiment, quand je vous dis que sur le court terme, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, c'est vraiment ça. C'est que là, tout est hyper instable au niveau géopolitique, politique, économique, même au niveau des dettes et tout, c'est le bazar, quoi. Bon. Allez, je continue, cette fois je suis sur boursorama.com et là vous voyez maintenant je passe à l'euro par rapport au dollar et la bonne nouvelle c'est que vous voyez alors l'euro a repris du poids de la baisse. Alors pas sur une journée, effectivement sur une journée là il a baissé par rapport au dollar, mais quand on prend sur 5 jours, on voit que l'euro est reparti à la hausse par rapport au dollar et c'est encore plus flagrant quand on prend sur un mois. Vous voyez, sur un mois, on est reparti de loin quand même pour l'euro et encore plus sur 3 mois et enfin sur 6 mois. Donc là, on est en train de retrouver des niveaux pour l'euro par rapport au dollar qui étaient dignes de ceux d'il y a 6 mois, c'est-à-dire autour des 1,1 quelque part euros pour 1 dollar. Donc ça, c'est pas lié à la force de l'euro, pas du tout, parce qu'on voit bien que là actuellement, l'euro, en tout cas la zone européenne, la zone de l'Union européenne, est totalement cassé quelque part au niveau économique. Il n'y a pas de relance, notamment on le voit en Allemagne, il n'y a plus d'industrie. Le marché automobile, il est explosé dans l'Union européenne. On n'a pas d'industrie, même en France, on le voit bien, on est surendetté. On ne sait plus comment imposer, notamment en France, les ménages, les travailleurs, les retraités, pour pouvoir justement contrer la dette. Mais par contre, de l'autre côté, on augmente les frais de l'État. Donc vraiment communistant, quoi. Bref. Mais on voit bien que là, on a quand même une augmentation, c'est la surprise, de l'euro par rapport au dollar. Donc c'est pas l'euro qui augmente, en fait, on l'a compris, c'est le dollar qui chute justement à cause des tarifs douaniers de Donald Trump. Donc là, ce qui est en train de se passer, ça a même des impacts, vous voyez, sur la valeur des monnaies fiat, et du dollar surtout. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est que Donald Trump, lui, ce qu'il disait, il avait déjà annoncé dans sa campagne, c'est qu'il voulait faire baisser le dollar pour relancer en fait l'économie américaine et faciliter justement tout ce qui est les exportations et importations. Donc, est-ce que ces tarifs douaniers, c'est pas justement un plan qui va bien plus loin que de juste mettre en place des tarifs réciproques au niveau des douanes? Parce que il faut n'empêche dire une chose, que là, tout le monde est en train de tomber sur Donald Trump en disant, ouais, les tarifs douaniers de Trump, mais il est fou, machin. Sauf que c'est des tarifs réciproques. Donc, je pense que, enfin, le bas, là, si tout le monde connaît le vocabulaire de réciproque, c'est qu'il est en train de mettre des tarifs douaniers qu'on lui a appliqués, lui, contre lui. Donc, il ne fait que répondre, en fait. Donc, si, en toute logique, il est même étonnant qu'il n'ait pas fait ça plus tôt aux États-Unis, clairement, et qu'en fait, les États-Unis ont adopté une politique de tarifs douaniers très cool envers le reste du monde, alors que ce n'était pas le cas dans l'inverse. Et donc, je pense notamment à certains pays qui taxent notamment les États-Unis à hauteur de 60%, tandis que les États-Unis, eux, taxaient à hauteur de 10%. Ça, c'est vrai que c'est étonnant, mais ça, je l'ai appris, je vous avoue, en même temps que qu'il y avait dans les tarifs douaniers. Donc, quand on voit, on prend un peu de recul, c'est juste normal, en fait.
Bon, donc ça plonge les marchés dans le chaos, c'est clair, parce que le changement n'est pas en faveur du reste du monde, hein, forcément, c'est clair, mais c'est plutôt logique, dans le sens où on rétablit l'équilibre quelque part. Bon, donc ça, moi, ça me choque pas trop quand je vois les réactions derrière, me dis quand même, faut pas charrier. Bon, et par contre, l'or, voilà, ça devient intéressant aussi, c'est que le cours de l'or a subi également les foudres des tarifs douaniers, puisqu'on voit que sur cette semaine, on a eu un pic, tenez-vous bien, le jeudi 3 avril, donc de la semaine dernière, en fait, à 94 000 euros, 93, 94 000 euros le kilogramme 24 carats, et bim, on a l'annonce des tarifs douaniers de Donald Trump, et bim, on se prend la douche froide, et on retombe en 2 jours, on perd 5 000 euros pour l'or. Donc là, on voit même que l'or est devenu de plus en plus volatile quelque part, de plus en plus soumis aux caprices du contexte géopolitique, et ça, c'est une première effectivement pour l'or. Bon, donc qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où on peut faire les pronostics, les théories. C'est-à-dire que quand en fait on a les marchés boursiers qui chutent, il faut savoir que les investisseurs aguerris qui sont sur les marchés boursiers, notamment les baleines, etc., les institutionnels, généralement ont des marchés boursiers, mais également de l'or et des réserves de valeurs tangibles, de valeurs refuge, pour justement contrer les pertes liées au marché boursier. Donc quand on a un marché boursier qui se fait exploser là en ce moment, qui va vers la baisse, ben, que font les investisseurs aguerris? Eh bien, ils vendent leur or pour combler leurs pertes de l'autre côté sur le marché boursier. Donc forcément, ça fait double boule de neige, c'est-à-dire qu'on a une chute, on a une vente massive des actions boursières mondiales et on a une vente massive du coup de l'or pour justement essayer de combler les pertes sur le marché boursier. Donc